J'ai longtemps cru que ma vie était tirée d'un rêve. Un mari attentionné, Thomas, une belle maison dans les hauteurs de Lyon estimée à 400 000 €, et un emploi stable qui me permettait de vivre confortablement. Nous avions travaillé dur pour construire cette vie ensemble, investissant chaque parcelle de notre énergie et de notre amour dans notre foyer et notre avenir. Je m'appelle Claire. J'ai toujours été celle qui prenait soin des autres, même enfant. Peut-être est-ce pour cela que je suis devenue assistante sociale à la mairie de Lyon. Un travail exigeant, certes, mais qui me donnait le sentiment d'être utile. Thomas, lui, était architecte dans un cabinet réputé. Nous nous étions rencontrés il y a 10 ans lors d'une exposition au musée des Confluences. Un regard, un sourire, et notre histoire avait commencé. Notre maison était nichée sur les collines de la Croix-Rousse, avec une vue imprenable sur la ville et ses 2 fleuves. Chaque matin, en prenant mon café sur la terrasse, je contemplais les toits rouges de Lyon et la brume qui flottait parfois au-dessus du Rhône. Thomas et moi avions passé des week-ends entiers à rénover cette vieille bâtisse que ma grand-mère m'avait léguée. Nous avions abattu des murs, refait l'électricité, et peint chaque pièce avec amour. Cette maison était le symbole de notre union, de notre complicité. Nos journées se déroulaient dans une routine paisible. Le soir, nous préparions souvent ensemble des petits plats, un verre de côte du Rhône à la main, discutant de notre journée. Le week-end, nous aimions nous promener au parc de la Tête d'Or ou faire un tour à vélo le long des berges. Parfois, nous prenions la voiture pour passer la journée dans le Beaujolais ou en Ardèche. Une vie simple, mais qui nous comblait. C'est un mardi soir de novembre que tout a basculé. Il pleuvait ce jour-là, je m'en souviens parfaitement. Je rentrais du travail, trempée jusqu'aux os, quand mon téléphone a sonné. C'était Sophie, ma petite sœur. Sa voix était entrecoupée de sanglots, presque méconnaissables. « Claire, avait-elle murmuré, il faut que je te parle. » C'est grave. Sophie avait toujours eu un côté dramatique. Depuis l'enfance, elle savait comment attirer l'attention. Nos parents, restaurateurs à Villefranche-sur-Saône, avaient souvent cédé à ses caprices. Moi, l'aînée raisonnable, j'étais censée comprendre. Et je comprenais, même si parfois cela me blessait. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui avais-je demandé, en retirant mon manteau trempé. « Je suis malade, Claire. Les médecins ont découvert quelque chose. Une maladie rare. Ils disent que le traitement va être long, et que je ne pourrai pas rester seule. » Mon cœur s'était serré. Sophie habitait un petit studio à Paris, où elle travaillait comme attachée de presse pour une maison d'édition. Nous n'étions pas particulièrement proches ces dernières années, mais elle restait ma sœur. La seule famille qui me restait depuis la mort de nos parents dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. « Tu as besoin d'aide ?» avais-je demandé, sachant déjà où cette conversation nous menait. « Je ne sais pas quoi faire, Claire. Je ne peux pas payer mon loyer et les traitements. Et je ne veux pas être seule pendant tout ça. » Le silence qui avait suivi était lourd de non-dits. De demandes implicites. D'obligations familiales. « Viens chez nous » avais-je fini par dire. Thomas et moi avons de la place. Tu pourras te reposer ici et suivre ton traitement à l'hôpital Édouard Herriot. Il y a d'excellents médecins. Le soupir de soulagement de Sophie avait résonné dans le combiné. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait accepté bien vite, mais j'avais chassé cette pensée. Elle était malade, après tout. Ce soir-là, j'en avais parlé à Thomas. Il avait hésité un instant, surpris par cette proposition soudaine. Sophie et lui s'étaient toujours bien entendus, mais ils n'étaient pas particulièrement proches. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» avait-il demandé, en touillant distraitement le risotto qu'il préparait. « C'est ma sœur, Thomas. Elle a besoin de nous. » Il avait hoché la tête, comprenant l'importance de la famille pour moi. Orpheline, je m'accrochais aux rares liens qui me restaient. « D'accord » avait-il finalement dit. « Préparons la chambre d'amis. » Une semaine plus tard, Sophie arrivait avec 2 grosses valises et un air fragile qui m'avait immédiatement attendri. Elle semblait plus pâle, plus mince que dans mon souvenir. Ses longs cheveux bruns, habituellement soignés, étaient ternes et attachés négligemment. Ses yeux, si semblables aux miens, étaient cernés. « Merci de m'accueillir » avait-elle murmuré en me serrant dans ses bras. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »
Les premiers jours avaient été un mélange d'inquiétude et de satisfaction. J'accompagnais Sophie à ses rendez-vous médicaux, je lui préparais ses plats préférés, je veillais à ce qu'elle prenne ses médicaments. Je me sentais utile, indispensable. Thomas se montrait également attentionné, lui rapportant parfois des livres ou des magazines qui pourraient l'intéresser. Rapidement, une nouvelle routine s'était installée. Je partais travailler le matin, Thomas un peu plus tard, et Sophie restait à la maison, se reposant ou travaillant à distance quand elle le pouvait. Le soir, nous dînions tous les trois, parfois en regardant un film ou en jouant aux cartes. J'étais loin de me douter que cette nouvelle organisation, cette générosité qui me semblait naturelle, allait peu à peu miner les fondations de mon bonheur et préparer le terrain à ma propre chute. Si j'avais su ce qui m'attendait, aurais-je quand même ouvert ma porte à ma sœur ce jour-là? Je me pose encore la question, même aujourd'hui. Les changements ont commencé de façon presque imperceptible. Une main qui s'attarde un peu trop longtemps. Un rire partagé qui s'éteint à mon arrivée. Des regards que je surprenais et qui se détournaient aussitôt. Au début, je n'y prêtais pas attention. J'étais trop occupée à jongler entre mon travail, les tâches ménagères qui semblaient s'être mystérieusement multipliées, et les besoins de Sophie. Un matin de février, alors que la neige recouvrait Lyon d'un manteau blanc, j'ai remarqué que Thomas avait changé sa routine. Lui qui prenait toujours sa douche en premier, attendait désormais que Sophie ait terminé la sienne pour utiliser la salle de bain. Pour qu'elle puisse prendre ses médicaments à l'heure, m'avait-il expliqué avec un haussement d'épaule. Le week-end suivant, alors que nous devions aller au cinéma voir ce film italien dont nous parlions depuis des semaines, Thomas a annulé à la dernière minute. Sophie se sentait mal, apparemment. Il préférait rester pour s'assurer qu'elle allait bien. Je peux rester aussi, avais-je proposé? Inquiète pour ma sœur. Non, non, avait insisté Thomas. Tu devrais y aller. Tu as travaillé dur cette semaine. J'appellerai Caroline pour qu'elle t'accompagne. J'étais donc allée au cinéma Commodia avec ma collègue Caroline, laissant Thomas et Sophie seuls à la maison. À mon retour, ils regardaient un film confortablement installé sur notre canapé, une bouteille de vin presque vide sur la table basse. Sophie semblait aller parfaitement bien, riant aux éclats à une scène comique. « Tu te sens mieux ?» avais-je demandé, suspicieuse. « Oh, oui » avait-elle répondu avec un sourire. C'était juste un petit malaise passager. Thomas m'a bien soigné. Thomas avait simplement hoché la tête, évitant mon regard. Ce soir-là, couché dans notre lit, il s'était tourné vers le mur sans m'embrasser comme il le faisait habituellement. Les semaines suivantes, la distance entre nous s'était creusée davantage. Nos conversations se limitaient à l'essentiel. « Peux-tu acheter du pain en rentrant ? Et n'oublie pas de payer la facture d'électricité. Je rentrerai tard ce soir. » Plus de discussions sur nos journées, nos rêves, nos projets. Thomas passait de plus en plus de temps avec Sophie. Il l'accompagnait parfois à ses rendez-vous médicaux quand je ne pouvais pas. Il lui rapportait des petits cadeaux, un foulard en soie des Galeries Lafayette, un livre qu'elle avait mentionné vouloir lire, des macarons de chez Sèvres, sa pâtisserie préférée. Un soir, en rentrant du travail plus tôt que prévu, je les ai trouvés assis dans la cuisine, leurs têtes si proches qu'elles se touchaient presque, en train de regarder quelque chose sur le téléphone de Sophie. Ils se sont écartés brusquement en m'entendant, comme des adolescents pris en faute. « Qu'est-ce que vous regardiez ?» avais-je demandé, tentant de garder un ton léger. « Rien d'important » avait répondu Sophie, rangeant précipitamment son téléphone. « Juste des photos de mon dernier voyage à Nice. Je ne savais pas que tu étais allé à Nice. »« Oh, c'était avant ma maladie. J'y suis allé pour le travail. » Thomas s'était levé, prétextant devoir passer un coup de fil pour le travail. En passant à côté de moi, il avait à peine effleuré mon épaule. Ce contact, qui autrefois me réchauffait le cœur, m'avait semblé froid, distant. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, j'avais écouté la respiration régulière de Thomas qui dormait à côté de moi. Comment en étions-nous arrivés là? Quand exactement notre amour s'était-il effrité? Était-ce ma faute? Avais-je négligé notre couple en m'occupant de Sophie? Ma sœur, justement, semblait aller de mieux en mieux. Ses joues avaient repris des couleurs, son regard était vif, ses mouvements énergiques. Pourtant,
elle continuait à parler de sa maladie, de sa fatigue, de ses traitements. Plus d'une fois, j'avais tenté de l'interroger sur son diagnostic exact, sur son médecin. Ses réponses étaient toujours vagues, évasives. Et tu ne comprendrais pas, Claire. C'est très compliqué. Même les médecins ne sont pas sûrs. Un jour, après un rendez-vous auquel j'avais insisté pour l'accompagner, Sophie était sortie du bureau du médecin avec un sourire radieux. « De bonnes nouvelles ?» avais-je demandé, perplexe. Son sourire s'était figé. « Non, pas vraiment. C'est juste que, le docteur Moreau est toujours si gentil, si rassurant. » J'avais voulu parler au médecin, mais Sophie avait prétexté qu'il était occupé. À la réception, j'avais discrètement demandé des informations sur le docteur Moreau. La secrétaire m'avait regardé avec étonnement. Le docteur Moreau est en congé sabbatique depuis 3 mois. Il fait le tour du monde avec sa femme. Cette révélation m'avait glacée. Sophie mentait. Mais pourquoi? Et depuis combien de temps? De retour à la maison, j'avais voulu confronter ma sœur, mais elle s'était enfermée dans sa chambre, prétextant une migraine. Thomas était rentré tard ce soir-là, sentant légèrement l'alcool. « Et tu étais où ?» avais-je demandé. « Au bureau. Nous avons fêté l'obtention d'un contrat. Tu aurais pu m'appeler. » Il avait haussé les épaules. « Je ne savais pas que je devais te rendre des comptes. » Cette phrase, prononcée avec une froideur inhabituelle, m'avait blessé profondément. Nous qui avions toujours tout partagé, qui nous envoyions des messages tout au long de la journée juste pour nous dire que nous pensions l'un à l'autre. Le lendemain, j'avais décidé de rentrer plus tôt du travail, prétextant un mal de tête. En arrivant près de la maison, j'avais aperçu Thomas et Sophie qui sortaient ensemble, main dans la main. Ils marchaient lentement, s'arrêtant parfois pour se regarder, pour se toucher. Je les avais suivis discrètement jusqu'à la place Bellecour, où ils s'étaient assis à la terrasse d'un café. De loin, je les avais observés. Thomas caressait la main de Sophie, riait à ses plaisanteries, la regardait avec cette tendresse qui autrefois m'était réservée. Le soir, quand ils étaient rentrés, j'avais fait semblant de dormir. J'avais entendu Sophie chuchoter dans le couloir, puis Thomas lui répondre sur le même ton. Un léger rire, le bruit d'un baiser, puis le silence. À partir de ce moment, j'avais commencé à remarquer tous ces petits détails qui confirment une liaison. Les messages que Thomas s'empressait de cacher quand j'entrais dans la pièce. Les douches qu'il prenait immédiatement en rentrant à la maison. Les parfums qui se mêlaient sur ses chemises. Les week-ends de travail qui se multipliaient. Et Sophie, ma sœur, qui avait toujours su obtenir ce qu'elle voulait, semblait rayonner davantage chaque jour. Elle ne parlait presque plus de sa maladie, sauf quand elle avait besoin d'une excuse. Elle avait commencé à porter mes vêtements, à utiliser mes produits de beauté, comme si elle essayait de prendre ma place. Ou peut-être l'avait-elle déjà fait. Un samedi matin, alors que Thomas était parti courir et que Sophie dormait encore, j'avais fouillé dans sa chambre. J'avais trouvé un carnet, caché sous son matelas. En l'ouvrant, j'avais découvert ce qui ressemblait à un journal intime. Les premières pages parlaient de sa maladie, de sa peur, de sa gratitude envers moi. Puis, progressivement, le ton changeait. Thomas est si attentionné. Il me comprend comme personne. Claire ne le mérite pas. Nous serions tellement mieux ensemble, lui et moi. Les dernières entrées étaient explicites. Nous avons fait l'amour pour la première fois aujourd'hui, pendant que Claire était au travail. C'était magique. Thomas parle de quitter Claire. Il dit qu'il n'est plus heureux avec elle. Nous avons trouvé un appartement à Villeurbanne. Thomas doit juste trouver le courage de lui annoncer. J'avais refermé le carnet, tremblante. Ma propre sœur. Mon mari. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. M'avaient trahi de la pire des façons. J'avais pleuré silencieusement, assise sur le sol de cette chambre que j'avais préparée avec tant d'amour pour ma sœur malade. Puis j'avais séché mes larmes. Une colère froide avait remplacé le chagrin. Il voulait me prendre ma maison? Ma vie? Très bien. Mais j'allais leur montrer qu'on ne trahissait pas Claire Dubois impunément. La confrontation que je redoutais survint plus tôt que prévu. Un mardi après-midi, en rentrant de mon travail à la mairie,
j'ai trouvé mes valises dans l'entrée. 2 grandes valises que nous avions achetées pour notre voyage en Toscane, 3 ans plus tôt. Elles semblaient m'attendre, comme 2 sentinelles silencieuses annonçant la fin d'une époque. Thomas se tenait dans le salon, les bras croisés, le regard fuyant. Sophie, elle, était adossée contre le mur, un sourire presque imperceptible flottant sur ses lèvres. Elle portait une de mes robes, celle que Thomas m'avait offerte pour notre anniversaire de mariage l'année dernière. Une robe bleu nuit qui lui allait parfaitement, peut-être même mieux qu'à moi. « Qu'est-ce que ça signifie ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'est Sophie qui l'a finalement rompu. « Et tu dois partir, Claire. Cette situation n'est plus tenable. » Sa voix était calme, presque compatissante, comme si elle m'annonçait une mauvaise nouvelle qui me concernait mais qui n'avait rien à voir avec elle. Comme si elle n'était pas la cause de mon malheur. « Quelle situation ?» ai-je demandé, cherchant le regard de Thomas, qui fixait obstinément le parquet en chêne que nous avions posé ensemble, un week-end de printemps. « Ta jalousie, ta paranoïa, » a continué Sophie, faisant un pas vers moi. « Tu nous surveilles, tu nous soupçonnes. Tu es instable, Claire. Et nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous. » Le mot était sorti comme un cri étranglé. « Tu parles de nous maintenant ?» Thomas a finalement levé les yeux vers moi. Son regard, que j'avais tant aimé, était froid, distant, comme celui d'un étranger. « Je suis désolée, Claire. Mais c'est fini. Je ne t'aime plus. » 6 mots, prononcés d'une voix monocorde, qui ont détruit en quelques secondes 10 années d'amour, de projets, de souvenirs. « Et tu ne m'aimes plus » ai-je répété, incrédule. « Depuis quand ?» Ça fait un moment, a-t-il murmuré, évitant à nouveau mon regard. Je ne voulais pas te faire de mal, mais... Mais tu préfères ma sœur, ai-je conclu pour lui. La femme que j'ai accueillie chez nous parce qu'elle prétendait être malade. Sophie a eu un petit rire nerveux. J'étais malade, Claire. De solitude, de tristesse. Et Thomas m'a guérie. Il m'a comprise comme personne ne l'avait jamais fait. J'ai regardé tour à tour ces 2 visages que j'aimais tant et qui m'apparaissaient soudain comme des masques hideux. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu piétiner ainsi notre histoire, nos liens? Et maintenant, vous voulez que je parte? De ma propre maison? C'est notre maison, a corrigé Thomas, un léger tremblement dans la voix trahissant sa nervosité. Nous l'avons achetée ensemble. Un rire amer m'a échappé. Tu crois ça? Sophie s'est avancée, me tendant une grande enveloppe beige. Nous avons consulté un avocat. Voici les papiers du divorce, une ordonnance de restriction temporaire. Une ordonnance de restriction? J'étais stupéfaite. Sur quelle base? Comportement instable et potentiellement dangereux, a récité Sophie, comme si elle avait appris cette phrase par cœur. Tu as des antécédents, Claire. Ton hospitalisation après la mort de nos parents. J'étais en dépression. J'avais perdu mes parents dans un accident horrible. Et maintenant, tu perds ton mari, a-t-elle continué, imperturbable. Qui sait comment tu pourrais réagir? La colère qui montait en moi était si intense que j'ai cru que j'allais exploser. Mais je me suis contenue. Pas par faiblesse, mais par stratégie. Il ne méritait pas de voir ma souffrance, ma rage. Et où suis-je censée aller, ai-je demandé, étonnamment calme. Thomas a sorti une clé de sa poche. J'ai loué un studio à la Guillotière pour toi. Pour quelques mois, le temps que tu te réorganises. Quelle générosité, ai-je murmuré, prenant la clé qu'il me tendait sans le toucher. Et mes affaires? Nous avons fait une sélection, a répondu Sophie, désignant les valises. Le reste, eh bien, nous avons pensé que tu n'en aurais pas besoin tout de suite. J'ai regardé autour de moi, cette maison que j'aimais tant. Les murs que j'avais peints, les meubles que j'avais choisis, les photos de famille accrochées au mur. Ma vie entière était ici. Combien de temps ai-je pour partir? Maintenant, a répondu Thomas, évitant toujours mon regard. Le taxi attend dehors. Un taxi? Vous m'avez appelé un taxi? Sophie a hoché la tête. Nous pensions que ce serait plus facile pour tout le monde.
plus facile. Comme si quitter sa maison, son mari, sa vie pouvait jamais être facile. Je vois. J'ai pris une profonde inspiration. Est-ce que je peux au moins aller aux toilettes avant de partir? Thomas a semblé surpris par cette demande banale, presque déplacée dans un tel moment. Il a acquiescé. Dans la salle de bain, j'ai fermé la porte à clé. J'ai ouvert le robinet pour couvrir le bruit, puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai rapidement pris en photo les valises dans l'entrée, l'enveloppe que Sophie m'avait remise. Puis j'ai appelé Maître Leroy, le notaire qui avait géré la succession de ma grand-mère. Bonjour, Maître Leroy. C'est Claire Dubois. J'aurais besoin d'une copie de l'acte de propriété de ma maison. Le plus rapidement possible. Bien sûr, Madame Dubois. Je peux vous l'envoyer par email dans l'heure. Parfait. Et, pourriez-vous me rappeler à qui appartient exactement cette maison? Elle vous appartient entièrement, Madame Dubois. C'était le souhait de votre grand-mère. Le bien n'a jamais été mis en communauté lors de votre mariage, comme vous me l'aviez demandé à l'époque. Merci, maître. Je vous expliquerai plus tard. J'ai raccroché, un sourire froid aux lèvres. Thomas ne savait pas. Il l'avait oublié, ou peut-être ne l'avait-il jamais vraiment su. Cette maison était à moi, et à moi seule. Un héritage de ma grand-mère, que j'avais décidé de garder en mon nom propre, par précaution. Une précaution qui, aujourd'hui, allait s'avérer salvatrice. J'ai tiré la chasse d'eau, me suis passé de l'eau sur le visage, puis suis sorti, l'air résigné. D'accord, ai-je dit simplement. Je vais partir. Thomas a semblé soulagé par ma docilité inattendue. Sophie, elle, m'a regardé avec suspicion. Tu abandonnes si facilement? Que veux-tu que je fasse? Que je me batte? Pour un homme qui ne m'aime plus? Pour une sœur qui m'a trahi? J'ai secoué la tête. Non, je vais partir. Reconstruire ma vie ailleurs. Vous avez gagné. J'ai pris mes valises, refusant l'aide que Thomas m'a proposée par automatisme plus que par réelle sollicitude. À la porte, je me suis retournée une dernière fois. Je vous souhaite d'être heureux, ai-je dit, avec une sincérité qui m'a surprise moi-même. Vraiment. Puis je suis sortie, les laissant perplexes face à cette capitulation si peu caractéristique de ma part. Le taxi m'attendait effectivement. Un vieux monsieur aux cheveux blancs qui a chargé mes valises en silence. Je lui ai donné l'adresse d'un hôtel à Perrache, plutôt que celle du studio que Thomas avait loué. Je ne voulais pas qu'il sache où me trouver. Dans la chambre d'hôtel impersonnelle, j'ai ouvert mes valises. Ils avaient pris quelques vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable. Mais ils avaient oublié, ou négligé, de prendre les documents importants que je gardais dans une boîte sous notre lit. Parmi eux, l'acte de propriété original de la maison. J'ai déplié ce document jauni par le temps, relisant les mots qui allaient changer la donne. Propriété exclusive de Claire-Marie Dubois, née le 15 avril 1985 à Lyon. Aucune mention de Thomas. Aucun droit pour lui sur cette maison que ma grand-mère m'avait léguée et que j'avais choisi de garder en mon nom propre, pressentant peut-être, quelque part au fond de moi, que ce jour pourrait arriver. J'ai appelé Maître Leroy à nouveau, lui expliquant brièvement la situation. Sa voix, habituellement calme et professionnelle, trahissait sa surprise et son indignation. C'est inadmissible, Madame Dubois. Ils n'ont aucun droit de vous expulser de votre propre maison. Quant à cette prétendue ordonnance de restriction, je doute qu'elle soit valide. Que me conseillez-vous de faire? Ne signez rien. Surtout pas ces papiers de divorce. Je vais contacter mon collègue, Maître Ferrand, un excellent avocat en droit de la famille. Nous allons contre-attaquer immédiatement. Le soir même, j'ai reçu un appel de Maître Ferrand. Il avait une voix grave, rassurante, celle d'un homme habitué à gérer des situations de crise. Madame Dubois, nous avons un dossier solide. Non seulement la maison vous appartient exclusivement, mais l'expulsion dont vous avez été victime est totalement illégale. Sans parler du préjudice moral causé par la situation. Il avait délicatement évité de mentionner directement la trahison de ma sœur et de mon mari. Je lui en étais reconnaissante. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé, soudain fatiguée.
Pour récupérer votre maison? Quelques semaines tout au plus. Pour le divorce, si c'est ce que vous souhaitez, cela dépendra de la coopération de votre mari. Je veux divorcer, ai-je confirmé. Mais je veux d'abord récupérer ma maison. C'est tout à fait compréhensible. Je m'en occupe dès demain matin. Cette nuit-là, allongée sur le lit inconfortable de l'hôtel, j'ai pleuré pour la première fois depuis l'annonce de Thomas. J'ai pleuré pour notre amour perdu, pour la trahison de Sophie, pour la naïveté avec laquelle j'avais accueilli le serpent dans mon sein. Mais ces larmes n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient aussi des larmes de rage, de détermination. Et, quelque part au milieu de la nuit, elles se sont transformées en larmes de soulagement. Car malgré la douleur, malgré la trahison, je savais maintenant avec certitude que je n'avais pas tout perdu. Ma maison, mon chez-moi, m'attendait. Et j'allais la récupérer. Pendant un court instant, alors que je m'installais dans cette chambre d'hôtel anonyme, j'ai envisagé de tout abandonner. De disparaître, de laisser Thomas et Sophie savourer leur victoire illusoire. Après tout, qu'est-ce qui me retenait à Lyon? Mon travail? Je pourrais en trouver un autre ailleurs. Mes amis? La plupart étaient aussi ceux de Thomas. Ma famille? Il ne me restait que Sophie, et elle avait choisi son camp. Mais cette pensée s'est rapidement dissipée, remplacée par une détermination froide. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier. C'était l'héritage de ma grand-mère Elisabeth, cette femme forte qui m'avait élevée quand mes parents travaillaient trop, qui m'avait appris à cuisiner la quenelle sauce nantois et à reconnaître les fleurs du jardin. Cette femme qui m'avait légué sa résilience, et comme je le découvrais maintenant, sa prévoyance. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, ma petite Claire, me disait-elle souvent, assise dans son fauteuil près de la fenêtre qui donnait sur le Rhône. Il faut toujours garder un as dans sa manche. Cet as, c'était l'acte de propriété de la maison. Un document que j'avais précieusement conservé, par respect pour sa mémoire plus que par réelle méfiance envers Thomas. Jamais je n'aurais imaginé en avoir besoin un jour. Et pourtant. Le lendemain matin, Maître Ferrand a frappé à ma porte d'hôtel, ponctuel comme une horloge suisse. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard vif. Il portait un costume sombre impeccable et une serviette en cuir usé qui avait dû en voir, des histoires comme la mienne. Nous avons préparé tous les documents nécessaires, m'a-t-il annoncé en s'asseyant dans le fauteuil défraîchi de la chambre. J'ai également pris contact avec un huissier de justice, Monsieur Perrin. Il est prêt à nous accompagner dès que nous aurons l'ordonnance du tribunal. Combien de temps cela prendra-t-il, ai-je demandé, impatiente. Et normalement, plusieurs semaines. Mais étant donné les circonstances expulsion illégale d'une résidence principale dont vous êtes l'unique propriétaire, j'ai réussi à obtenir une audience en référé pour demain matin. J'ai hoché la tête, impressionné par son efficacité. Et pour l'autre aspect, j'hésitais, ne voulant pas prononcer les mots divorce ou trahison à voix haute, comme si les nommer leur donnaient plus de réalité. Le divorce? Maître Ferrand a sorti un dossier de sa serviette. Nous pouvons engager la procédure dès maintenant. Étant donné la situation, nous plaiderons la faute de votre époux. Les preuves sont accablantes. Je ne veux pas de scandale, ai-je précisé. Je veux juste récupérer ma maison et tourner la page. Je comprends. Mais sachez que vous êtes en position de force, Madame Dubois. Votre mari n'a aucun droit sur cette maison. Quant à votre sœur, il a hésité. Elle n'a aucun statut légal dans cette affaire. Récupérer ma maison suffira. Pour le reste, le temps fera son œuvre. Les jours suivants ont été un tourbillon de démarches administratives, de rendez-vous et d'attentes angoissantes. L'audience en référé s'est déroulée comme l'avait prédit Maître Ferrand. Le juge, une femme d'une 60aine d'années au regard sévère, n'a eu besoin que de quelques minutes pour examiner les documents et rendre sa décision. La propriété exclusive de Madame Dubois est clairement établie. L'expulsion dont elle a été victime est illégale. J'ordonne la restitution immédiate du bien et l'évacuation sous 48 heures de toute personne occupant illégalement les lieux. Thomas n'était pas présent à l'audience. Sophie non plus. Maître Ferrand m'a expliqué qu'ils avaient été dûment notifiés, mais qu'ils avaient choisi de ne pas comparaître,
probablement sur conseil de leur propre avocat qui devait savoir que leur cause était perdue d'avance. 2 jours plus tard, accompagné de maître Ferrand, de l'huissier monsieur Perrin et de 2 agents de police municipale, je me suis présenté devant ma maison. Ma maison. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un mantra, me donnant le courage nécessaire pour affronter ce moment. C'est Thomas qui a ouvert la porte. Il portait un vieux t-shirt et un jean, tenue inhabituelle pour lui qui était toujours si soigné. Ses yeux étaient cernés, sa barbe de plusieurs jours lui donnait un air négligé que je ne lui connaissais pas, clair. Son visage a exprimé successivement la surprise, la confusion, puis la compréhension en voyant les personnes qui m'accompagnaient. Monsieur Dubois, a commencé l'huissier d'une voix monocorde, j'ai ici une ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon vous enjoignant, vous et toute personne occupant ce domicile, de quitter les lieux immédiatement. Cette propriété appartient exclusivement à Madame Claire Dubois. Thomas a blêmi. C'est impossible. Nous avons racheté cette maison ensemble. Non, Thomas, ai-je dit calmement, prenant la parole pour la première fois. Cette maison est un héritage de ma grand-mère. Elle n'a jamais été mise en communauté lors de notre mariage. Tu ne t'en souviens pas? Nous en avions parlé. Son expression m'a confirmé qu'il ne s'en souvenait pas, ou qu'il n'y avait jamais vraiment prêté attention. Typique de Thomas, brillant pour les grands projets, négligent pour les détails. Sophie, a-t-il appelé par-dessus son épaule. Sophie, viens voir ça. Ma sœur est apparue dans l'entrée, vêtue d'une de mes robes de chambre en soie. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, son visage dépourvu de maquillage. Elle a mis quelques secondes à comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle demandé, la voix rauque. « Et tu n'as pas le droit d'être ici. » Au contraire, mademoiselle, a intervenu maître Ferrand. C'est vous qui n'avez aucun droit d'occuper cette propriété. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires personnelles et quitter les lieux. C'est ridicule, a protesté Sophie, cherchant le soutien de Thomas. Et dis-leur, Thomas. Dis-leur que c'est notre maison. Thomas semblait perdu, comme un enfant pris en faute. Je ne comprends pas. L'avocat nous avait dit que... Votre avocat vous a mal conseillé, a conclu l'huissier. Le temps tourne, monsieur Dubois. 29 minutes. Ils ont rassemblé leurs affaires dans une précipitation pathétique. Sophie pleurait, hurlait, m'accusait de tous les maux. Thomas, lui, était étrangement silencieux, se contentant de fourrer quelques vêtements et objets personnels dans un sac de sport. Je les ai observés depuis le salon, assise dans mon fauteuil préféré, celui que ma grand-mère m'avait légué en même temps que la maison. Je ne ressentais ni joie ni tristesse. Juste un calme étrange, comme si j'étais détachée de la scène qui se jouait devant moi. Quand ils ont finalement quitté la maison, escortés par les policiers, je suis restée immobile un long moment. Puis j'ai fait le tour de chaque pièce, redécouvrant mon chez-moi. Ils avaient commencé à faire des changements. Les murs de la cuisine, autrefois d'un jaune ensoleillé, avaient été repeints en blanc froid. Les photos de notre mariage avaient disparu, remplacées par des images abstraites que je ne reconnaissais pas. Mon bureau avait été transformé en une sorte de dressing pour Sophie, mes livres remplacés par ses vêtements. La chambre principale était celle qui avait le moins changé, comme si Thomas n'avait pas osé effacer complètement ma présence de cet espace intime. Mon parfum était toujours sur la coiffeuse, quelques-uns de mes vêtements encore dans l'armoire. Sur la table de nuit, un livre que j'avais commencé à lire avant que tout ne bascule, marqué à la page 87. J'ai ouvert les fenêtres, laissant l'air frais du printemps lyonnais chasser les dernières traces de leur présence. Puis j'ai commencé à nettoyer, à récurer, à purifier mon espace. J'ai jeté les draps qu'ils avaient utilisés, lavé la vaisselle qu'ils avaient laissée dans l'évier, vidé les poubelles remplies de leurs déchets. Le soir venu, épuisée mais apaisée, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin. De là, je pouvais voir les lumières de Lyon s'allumer une à une, comme des étoiles terrestres. La cathédrale Saint-Jean se détachait sur le ciel qui s'assombrissait, majestueuse et immuable. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas, où sommes-nous censés aller maintenant? J'ai contemplé l'écran un moment, me demandant s'il méritait une réponse. Puis j'ai tapé simplement, ce n'est plus mon problème. Comme tu me l'as si bien fait comprendre, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre.
J'ai éteint mon téléphone, ne voulant pas lire sa réponse. Demain serait un autre jour. Le premier jour du reste de ma vie, dans ma maison. Ma maison à moi seule. La justice avait parlé, et j'avais récupéré ma maison. Mais la vie n'est pas un conte de fées où tout se termine par un « ils vécurent heureux » dès que le méchant est puni. La réalité est plus complexe, plus nuancée. Et parfois, plus satisfaisante. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'étaient devenus Thomas et Sophie immédiatement après leur expulsion. J'avais besoin de temps pour panser mes plaies, pour réapprivoiser ma solitude, pour redécouvrir qui j'étais sans Thomas à mes côtés. J'ai pris 2 semaines de congé, que mon supérieur à la mairie m'a accordé sans hésiter quand je lui ai expliqué sommairement la situation. Ces 2 semaines ont été consacrées à la reconstruction. J'ai repeint les murs que Sophie avait changés, rétablissant les couleurs chaudes que j'aimais tant. J'ai réorganisé les meubles, jetant ceux qu'ils avaient achetés sans mon consentement. J'ai brûlé les quelques affaires qu'ils avaient oubliées dans leur précipitation, regardant les flammes dévorer les dernières traces de leur présence dans un petit feu de joie improvisé au fond du jardin. Le plus difficile a été de dormir à nouveau dans notre chambre, dans ce lit que Thomas avait partagé avec Sophie. Finalement, j'ai décidé de transformer le bureau en chambre temporaire, en attendant de pouvoir acheter un nouveau matelas, de nouveaux draps, une nouvelle vie. C'est Martine, ma collègue de la mairie, qui m'a apporté les premières nouvelles de Thomas sans que j'aie à les chercher. Elle est venue me rendre visite un samedi, apportant une tarte aux pralines roses et sa bonne humeur contagieuse. « Tu sais que ton ex a été viré ?» m'a-t-elle annoncé en s'installant sur ma terrasse, là où nous avions l'habitude de prendre l'apéritif les soirs d'été. « Viré ? Thomas ?» J'étais sincèrement surprise. Thomas était brillant dans son travail, apprécié par ses collègues et ses supérieurs. Apparemment, le scandale a fait le tour du cabinet. Un des clients importants, tu sais, ce promoteur immobilier de la presqu'île, a menacé de retirer ses contrats s'il gardait quelqu'un avec si peu d'éthique dans leur équipe. J'ai siroté mon kir, digérant l'information. Je ne souhaitais pas le malheur de Thomas du moins, je ne voulais pas me l'avouer mais j'éprouvais une certaine satisfaction à l'idée que ses actions avaient des conséquences. Et ta sœur, a continué Martine, mordue de curiosité. On dit qu'elle n'est pas vraiment malade ? Non, elle ne l'a jamais été, ai-je confirmé, la gorge nouée. Cette trahison-là était encore plus douloureuse que celle de Thomas. Le sang est censé être plus épais que l'eau, comme on dit. Martine n'a pas insisté, sentant que le sujet était encore trop sensible. Nous avons parlé d'autre chose, de la nouvelle exposition à la Biennale d'art contemporain, du Festival des Nuits de Fourvière qui approchait, de ses enfants qui grandissaient trop vite. Mais quelques jours plus tard, Martine est revenue, un journal local à la main. « Tu as vu ça ?» m'a-t-elle demandé, pointant un petit article en page 6. Le titre était sobre, « Incident au marché Saint-Antoine, une femme arrêtée pour vol à l'étalage ». La photo floue qui accompagnait l'article montrait une femme aux cheveux bruns, le visage partiellement caché par une main levée pour se protéger de l'objectif. Mais je l'aurais reconnue entre mille. Sophie. Selon l'article, elle avait été surprise en train de voler des fromages et des fruits à différents étals du marché. Elle avait prétendu avoir oublié son portefeuille, mais les commerçants, las des petits larcins qui se multipliaient, avaient appelé la police. L'article mentionnait qu'elle avait été relâchée avec un simple rappel à la loi, faute d'antécédents. C'est triste, ai-je murmuré, surprise par ma propre réaction. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, Sophie restait ma petite sœur. Celle que j'avais aidée à faire ses devoirs, celle dont j'avais séché les larmes après son premier chagrin d'amour, celle que j'avais accueillie quand elle prétendait être malade. « Et tu es trop gentille » a commenté Martine, secouant la tête. À ta place, je savourerais chaque seconde de sa déchéance. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je trop indulgente. Mais n'est-ce pas ce qui me distinguait d'eux ? Cette capacité à ressentir de l'empathie, même envers ceux qui m'avaient blessée ? La vie a repris son cours. Je suis retournée travailler, j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés pendant le règne de Sophie chez moi. J'ai même commencé à sortir occasionnellement, acceptant une invitation à dîner par-ci, une sortie au théâtre par-là. Rien de sérieux, juste le plaisir de me sentir à nouveau désirable, intéressante, vivante. C'est lors d'une de ces sorties, un concert à l'Auditorium de Lyon, que j'ai aperçu Thomas.
Il était seul, assis au balcon, 3 rangées devant moi. Même de dos, je l'ai immédiatement reconnu. Sa façon de pencher légèrement la tête quand il est concentré, ce geste machinal de passer sa main dans ses cheveux. Pendant un instant déstabilisant, mon cœur s'est serré. Puis la colère a pris le dessus, suivie d'une indifférence presque douloureuse. Il n'était plus rien pour moi. Juste un homme parmi d'autres dans une salle de concert. À l'entracte, je l'ai croisé dans le foyer. Il a pâli en me voyant, a hésité, puis s'est approché. Il avait l'air fatigué, amaigri. Son costume, autrefois impeccable, semblait légèrement froissé. « Claire » a-t-il dit, sa voix à peine audible dans le brouhaha ambiant. « Thomas » ai-je répondu, poliment distante. « Tu as l'air bien. » « Je le suis. » Un silence gêné s'est installé. J'aurais pu lui faciliter la tâche, lui demander de ses nouvelles, faire semblant de m'intéresser à sa vie. Mais je n'en avais ni l'envie ni la force. « Je suis désolé » a-t-il finalement murmuré. « Pour tout. »« Je sais. »« Et tu me manques. » Cette phrase m'a prise au dépourvu. Thomas n'avait jamais été du genre à exprimer ses sentiments facilement. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis nos retrouvailles. Ses yeux, autrefois si vifs, si confiants, étaient ternes, presque suppliants. « Où est Sophie » ai-je demandé, ignorant délibérément sa confession. Il a détourné le regard. « Je ne sais pas. Nous ne sommes plus ensemble. » Oh oh. Je n'ai pas pu empêcher une pointe de satisfaction de transparaître dans ma voix. « Ça n'a pas marché » a-t-il admis. Une fois que nous n'avions plus ta maison, plus ton confort, plus ta générosité, il ne restait pas grand-chose entre nous. Je suis désolé, ai-je menti. Non, tu ne le es pas, a-t-il répondu avec un petit sourire triste. Et tu n'as pas à l'être. La sonnerie annonçant la reprise du concert a interrompu notre échange. J'en étais soulagée. Je n'étais pas prête pour cette conversation, pour cette tentative maladroite de rédemption. Au revoir, Thomas, ai-je dit simplement, tournant les talons pour rejoindre ma place. Claire, m'a-t-il rappelé. J'aimerais qu'on parle. Vraiment parler. Un de ces jours. Quand tu seras prête. J'ai hoché la tête, sans promettre quoi que ce soit, puis je suis partie, le cœur battant plus vite que je ne l'aurais voulu. Le lendemain, curieuse malgré moi, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Thomas avait effectivement perdu son emploi au cabinet d'architecte. Il travaillait maintenant comme dessinateur indépendant, un déclassement significatif pour quelqu'un de son calibre. Il avait vendu sa voiture, une Audi dont il était si fier, probablement par nécessité financière. Quant à Sophie, les nouvelles étaient plus difficiles à trouver. Son profil sur les réseaux sociaux était devenu étrangement silencieux, elle qui partageait autrefois chaque détail de sa vie. Quelques photos postées par des amis communs la montraient dans des soirées, toujours souriante, toujours belle, mais il y avait quelque chose de forcé dans cette joie affichée. Un soir, environ 2 semaines après ma rencontre avec Thomas, j'ai entendu frapper à ma porte. Il était tard, presque 23 heures. Méfiante, j'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. Sophie se tenait sur le palier, presque méconnaissable. Ses cheveux, qu'elle coiffait et colorait avec tant de soin, étaient ternes et négligés. Son teint était pâle, ses joues creusées. Elle portait un jean usé et un sweat trop grand pour elle qui devait appartenir à Thomas. J'ai hésité un instant, tenté de faire semblant de ne pas être là. Mais quelque chose dans son regard, une vulnérabilité que je n'y avais jamais vue, m'a fait ouvrir la porte. « Sophie » ai-je dit, sans l'inviter à entrer. « Claire ». Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. « Je peux entrer ? Juste pour parler. S'il te plaît. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Juste 5 minutes. Je ne te demande rien d'autre. » J'ai soupiré, puis me suis écartée pour la laisser passer. Elle est entrée timidement, comme une étrangère, elle qui quelques mois plus tôt se comportait comme si cette maison lui appartenait. « Tu veux boire quelque chose ?» ai-je proposé, par politesse plus que par réelle hospitalité. « Un verre d'eau, si tu as. » Je l'ai guidée jusqu'au salon,
notant comment ses yeux parcouraient chaque recoin, chaque changement que j'avais apporté depuis leur départ. Je suis allée chercher de l'eau à la cuisine, prenant quelques secondes pour me composer. Je ne savais pas ce qu'elle voulait, mais je ne lui faciliterais pas la tâche. Quand je suis revenue, elle était assise sur le bord du canapé, l'air mal à l'aise. J'ai posé le verre devant elle et me suis installée dans le fauteuil en face, attendant qu'elle parle. J'ai perdu mon travail, a-t-elle finalement dit. Et mon appartement à Paris. Je dors dans ma voiture depuis 3 jours. Où est Thomas? Nous ne sommes plus ensemble, a-t-elle murmuré, confirmant ce que Thomas m'avait déjà dit. Il m'a quitté quand les choses sont devenues difficiles. Je vois. J'ai senti une pointe de satisfaction malsaine, que j'ai immédiatement réprimée. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Elle a pris une profonde inspiration. Une chance de m'excuser. De t'expliquer. Et peut-être un endroit où dormir. Juste pour cette nuit. Demain, je pars chez une amie à Grenoble qui a accepté de m'héberger quelque temps. T'excuser? M'expliquer? J'ai ri, un son sans joie. Qu'est-ce que tu pourrais bien dire qui justifierait ce que tu m'as fait? Rien, a-t-elle admis, les yeux baissés. Il n'y a rien qui puisse justifier ça. C'était impardonnable. Son honnêteté m'a désarçonnée. Je m'attendais à des excuses creuses, à des justifications alambiquées. Pas à cette reconnaissance franche de sa culpabilité. Pourquoi, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis des mois. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Sophie a hésité, comme si elle cherchait elle-même la réponse. Je t'ai toujours envié, Claire. Ta vie parfaite, ton mari aimant, ta belle maison, ton travail stable. Moi, j'enchaînais les échecs, les relations toxiques, les jobs précaires. Quand je suis venue ici, je n'avais pas l'intention de faire ça. Mais Thomas était là, attentionné, et toi tu étais si occupé. Les choses ont juste dérapé. Dérapé? J'ai secoué la tête, incrédule. Tu as menti sur une maladie grave. Tu as séduit mon mari sous mon propre toit. Tu as comploté pour me faire expulser de ma maison. Ce n'est pas un dérapage, Sophie. C'est une trahison calculée. Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. Tu as raison. Je ne cherche pas d'excuses. Je voulais juste que tu saches que je regrette. Profondément. Chaque jour. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids des non-dits flottant entre nous. Finalement, j'ai pris ma décision. Tu peux dormir sur le canapé. Une nuit. Demain, tu pars. Le soulagement sur son visage était palpable. Merci, Claire. Je te promets que... Ne promets rien, les jeux coupés. Les promesses ne signifient plus rien entre nous. J'ai sorti des draps et une couverture du placard, les lui ai tendus, puis me suis dirigée vers ma chambre. À la porte, je me suis arrêtée. Sophie? Oui. Cette maladie dont tu prétendais souffrir, c'était quoi, au juste? Elle a baissé les yeux, honteuse. Un lymphome non hodgkinien. J'avais lu un article dessus. Ça me semblait convaincant. Et les médicaments que tu prenais? Des vitamines. Et des somnifères, parfois, pour avoir l'air fatigué. J'ai hoché la tête, une pièce de plus s'ajoutant au puzzle de sa perfidie. Puis, sans un mot de plus, je suis allée me coucher, verrouillant ma porte pour la première fois depuis que j'avais récupéré ma maison. Au petit matin, quand je suis descendue dans la cuisine, Sophie avait déjà plié les draps et rangé le canapé. Elle se tenait près de la fenêtre, une tasse de thé entre les mains, contemplant le jardin qui s'éveillait sous la brume matinale. Elle ne m'a pas entendue entrer, et j'ai pris un moment pour l'observer. Dans la lumière douce de l'aube, elle ressemblait à nouveau à la petite fille avec qui j'avais partagé mon enfance, vulnérable et incertaine face au monde. « Bonjour », ai-je dit doucement, la faisant sursauter. « Claire. Je ne t'avais pas entendue. » Elle a posé sa tasse sur le rebord de la fenêtre. Je me suis permis de faire du thé. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, bien sûr. J'ai préparé mon café en silence, mal à l'aise dans cette intimité forcée.
Tu pars à quelle heure? Mon train est à 10h42. Je devrais être à Grenoble en début d'après-midi. J'ai hoché la tête, soulagé que notre cohabitation forcée est une fin programmée. Tu as besoin de quelque chose? D'argent pour le train? Sophie a secoué la tête, embarrassée. Non, merci. Isabelle, mon amie, m'a envoyé de quoi acheter le billet. Elle a hésité, puis a ajouté, elle m'a aussi trouvé un petit boulot dans la librairie où elle travaille. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Bien. J'étais sincèrement contente pour elle, malgré tout. Et ensuite? Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas reconstruire, pas essayer de réparer ce qui peut l'être. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Sophie. Je sais. Elle a baissé les yeux, acceptant cette vérité sans protester. Mais je dois essayer. Pour moi-même, si rien d'autre. Nous avons déjeuné ensemble, partageant un silence qui n'était plus aussi tendu que la veille. Sophie m'a raconté brièvement ce qui s'était passé après leur expulsion. Comment Thomas et elle avaient d'abord loué un petit appartement à Villeurbanne, vivant sur leurs économies. Comment les disputes avaient commencé quand l'argent s'était fait rare. Comment Thomas avait perdu son emploi et Sophie le sien peu après, la maison d'édition parisienne n'appréciant pas les absences prolongées de son attaché de presse. Il est devenu amer, a-t-elle expliqué, triturant une miette de pain sur la table. Il te blâmait pour tout. Pour la maison, pour son travail, pour notre situation. Un soir, après avoir bu plus que de raison, il m'a dit que j'étais une erreur, que sa vie était parfaite avant moi. J'ai senti une pointe de satisfaction malsaine, que j'ai immédiatement réprimée. Et toi? Tu me blâmais aussi? Elle a secoué la tête. Non. Je savais que c'était de notre faute. De ma faute, surtout. J'ai initié tout ça. À 10h, Sophie est montée chercher son sac, cette même valise avec laquelle elle était arrivée dans ma vie des mois plus tôt, prétendant être mourante. Je vais t'accompagner à la gare, ai-je proposé, surprenant autant Sophie que moi-même. Tu n'es pas obligée. Je sais. Le trajet en tramway jusqu'à la gare de la Part-Dieu s'est fait en silence. Sophie regardait par la fenêtre, les yeux perdus dans le paysage urbain de Lyon qui défilait. Je me demandais à quoi elle pensait, si elle regrettait vraiment ses actes ou seulement leurs conséquences. Sur le quai, attendant le TER pour Grenoble, Sophie s'est tournée vers moi. Est-ce que tu pourras me pardonner un jour? La question m'a prise au dépourvu. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être. Avec le temps. Je comprendrais si tu ne le faisais jamais. Elle a hésité, puis a sorti un petit paquet de son sac. J'ai quelque chose pour toi. Je l'ai trouvé dans les affaires de Thomas quand nous avons quitté la maison. C'était une petite boîte en velours, de celles qui contiennent habituellement des bijoux. En l'ouvrant, j'ai découvert la broche en argent de ma grand-mère, celle qu'elle portait toujours pour les grandes occasions et qu'elle m'avait léguée à sa mort. Je la croyais perdue depuis des mois. Où l'as-tu trouvée, ai-je demandé, caressant le métal ciselé avec émotion. Dans la poche d'une veste de Thomas. Je crois qu'il voulait la vendre, quand les choses sont devenues difficiles financièrement. Le train est entré en gare, bruyant et ponctuel. Les passagers ont commencé à s'agiter, rassemblant leurs bagages, cherchant leur place. C'est mon train, a dit Sophie, inutilement. J'ai hoché la tête. Prends soin de toi. Toi aussi, Claire. Elle a hésité, puis m'a serré dans ses bras, brièvement. Je suis désolée. Pour tout. Je ne lui ai pas rendu son étreinte, mais je ne l'ai pas repoussée non plus. Au revoir, Sophie. Elle est montée dans le train, a trouvé une place près de la fenêtre. Nos regards se sont croisés une dernière fois à travers la vitre, puis le train s'est ébranlé, emportant ma sœur vers sa nouvelle vie. Je suis restée sur le quai jusqu'à ce que le train disparaisse, la broche serrée dans ma main comme un talisman. Puis je suis rentrée chez moi vraiment, sans l'ombre de Thomas ou de Sophie. Les semaines suivantes ont été une période de reconstruction, non plus seulement de ma maison, mais de ma vie entière. J'ai recommencé à inviter des amis pour des dîners, à sortir, à rire. Martine m'a présenté son frère, Laurent,
un professeur d'histoire à l'université Lyon 2, divorcé depuis 3 ans. Nous nous sommes entendus immédiatement, partageant un amour pour les vieux films français et les longues promenades le long du Rhône. Un soir, alors que Laurent et moi rentrions d'une exposition au musée des Confluences, j'ai aperçu une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Thomas. Il était seul, marchant tête baissée sous la pluie fine de l'automne lyonnais. Il a levé les yeux, m'a vu. Pendant un instant, nos regards se sont croisés, chargés de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui ne le serait jamais. Puis il a incliné légèrement la tête, un geste qui pouvait être interprété comme un salut ou comme un adieu, et a continué son chemin. Un ami, a demandé Laurent, notant mon trouble. Non, ai-je répondu avec une certitude tranquille. Juste quelqu'un que j'ai connu autrefois. Cet hiver-là, j'ai fait quelque chose que je projetais depuis longtemps mais que je n'avais jamais osé concrétiser, j'ai adopté un chien. Un golden retriever de 3 ans nommé Balzac, abandonné par ses précédents propriétaires qui déménageaient à l'étranger. Thomas avait toujours refusé d'avoir un animal, prétextant des allergies que je savais imaginaires. Mais Balzac s'est immédiatement senti chez lui dans ma maison, s'appropriant le canapé et le jardin avec une joie contagieuse. Au printemps, j'ai reçu une carte postale de Grenoble. Sophie m'écrivait qu'elle allait bien, qu'elle travaillait toujours à la librairie et qu'elle avait commencé une formation en bibliothéconomie. Elle ne demandait rien, ne s'attendait à rien. C'était juste une mise à jour, une main tendue par-dessus l'abîme qui nous séparait. J'ai gardé la carte, sans y répondre, mais sans la jeter non plus. Peut-être qu'un jour, quand la blessure serait moins vive, quand le souvenir de sa trahison se serait estompé, je lui écrirais à mon tour. Un jour, Martine m'a demandé si je regrettais de ne pas avoir pardonné à Sophie, de ne pas avoir laissé une seconde chance à Thomas. Le pardon n'est pas une porte qu'on rouvre à ceux qui nous ont empoisonnés, lui ai-je répondu. C'est quelque chose qu'on fait pour soi-même, pour guérir, pour avancer. Et tu as pardonné, a-t-elle insisté. J'ai réfléchi un moment. Oui, je crois. Dans mon cœur. Mais certaines trahisons brisent la confiance de manière irréparable. Je peux pardonner sans pour autant vouloir les revoir dans ma vie. Aujourd'hui, ma maison est à nouveau un lieu de paix. J'ai transformé le bureau en une bibliothèque confortable, avec un fauteuil près de la fenêtre, comme celui où ma grand-mère aimait s'asseoir. J'ai planté des rosiers dans le jardin, des variétés anciennes qui embaument l'air dès les premiers jours de juin. Et j'ai accroché la broche de ma grand-mère près de l'entrée, comme un rappel discret que certaines choses précieuses, une fois perdues, peuvent parfois être retrouvées. Laurent vient souvent, apportant des livres, du vin, des conversations stimulantes. Nous ne vivons pas ensemble, nous avons tous les deux trop savouré notre indépendance retrouvée pour y renoncer si vite, mais nos vies s'entrelacent doucement, naturellement, sans précipitation ni attentes excessives. Quant à Thomas et Sophie, je n'ai plus de leurs nouvelles directes. J'ai entendu dire que Thomas avait finalement trouvé un emploi dans un petit cabinet d'architecte à Valence. Sophie, selon sa dernière carte, datant de plusieurs mois maintenant, continuait sa formation à Grenoble. Leur vie suivait leur cours, comme la mienne, mais séparément. Comme il se devait. Parfois, le soir, je m'installe sur ma terrasse avec un verre de vin, Balzac à mes pieds, et je contemple le panorama de Lyon qui s'illumine progressivement. La cathédrale. Saint-Jean, majestueuse, la colline de Fourvière avec sa basilique blanche, le Rhône qui reflète les lumières de la ville comme des étoiles tombées du ciel. Dans ces moments de calme, je ne ressens ni amertume ni regret. Juste une profonde gratitude pour cette vie qui est la mienne, pour cette maison qui m'a été rendue, pour cette force que j'ai découverte en moi au cœur de la tempête. Je souris en sirotant mon vin, caressant distraitement la tête de Balzac. Non pas parce que j'ai gagné, la vie n'est pas une compétition, et la vengeance est un plat qui, en fin de compte, empoisonne surtout celui qui le cuisine. Je souris parce que j'ai retrouvé l'essentiel, ma dignité, ma paix, mon chez-moi. Et ça, personne ne pourra plus jamais me le prendre.